Bonjour mes chers amis, nous sommes vendredi et beaucoup d'entre vous quittent leur lieu de service pour regagner leur domicile pour pouvoir jouir d'une fin de semaine paisible, entourée de leur famille, de leurs enfants, de leur époux-épouse. Je profite donc de cette occasion pour souhaiter à tout un chacun une bonne fin de semaine. Pendant que je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine, permettez-moi de prendre un peu de votre temps pour continuer à vous appeler à la mobilisation face à l'envahissement de notre espace public de mercenaires qui enlèvent, qui violent, qui bastonnent, qui humilient, qui tuent. Ce ne sont pas des humains. Ce sont des terroristes. Et comme tel, l'État se doit de prendre toutes ses responsabilités pour mettre ces hommes et ces femmes hors d'état de nuire. Depuis l'assassinat de Martinez Zogo, j'appelle à la mobilisation de tous les corps de métier dans notre pays, de tous les corps sociaux dans notre pays. J'appelle à leur mobilisation. J'appelle à la mobilisation du monde paysan. J'appelle à la mobilisation des citadins. J'appelle à la mobilisation des Bayam Salam. J'appelle à la mobilisation des détenteurs de nouvelles églises, des détenteurs de débits de poissons. J'appelle à la mobilisation des étudiants, des élèves, des lycéens, des parents, des chômeurs. J'appelle à la mobilisation de l'autorité religieuse et de l'autorité traditionnelle. Permettez-moi de rappeler que le 1er février 1962, il y a eu un drame au Cameroun. Ce drame a été appelé le drame du train de la mort. En effet, 25 prisonniers politiques avaient été parqués dans une locomotive en direction de Yaoundé en partant de Douala. C'était une cage métallique où ne circulait pas d'air. Ces hommes et ces femmes, dont un bébé, sont arrivés à Yaoundé et on a dénombré sur le champ 22 morts sur les 25. Ces hommes et ces femmes ont été enterrés à la sauvette. Informé de cette situation, Monseigneur Jean Zoua, alors nouvellement installé comme archevêque de Yaoundé, en remplacement de Monseigneur René Graffin, s'est approché des autorités politiques. Il semble que Monseigneur ait rencontré alors le ministre de l'administration territoriale de l'époque, le président Amadou Ahidjo, étant absent de Yaoundé. Monseigneur Zoua a demandé au ministre de prendre position
pour condamner et pour humaniser. Alors, les autorités ont répondu par la menace. Menace de fermer les églises, menace d'expulser à l'époque le prêtre journaliste français qui était alors directeur de l'effort camerounais. Il s'appelait l'abbé Fretin. Alors Monseigneur Jean Zoua a maintenu sa messe et au cours de cette messe, il a fait la déclaration suivante. Pour nous chrétiens, il ne peut y avoir de salut possible si nous ne faisons pas tout notre possible pour sauvegarder la dignité humaine. Nous savons qu'il nous sera demandé des comptes sur nos omissions, nos silences, nos lâchetés, nos absences. Voilà, des exigences peu faciles, des impératifs qui parfois iront jusqu'à nous déchirer. Respect de l'homme, de ses biens, de son honneur, de sa vie, respect de ses droits et de sa liberté, dans ses opinions et sa conscience. Notre peuple, oui notre peuple, ne méritera la paix que s'il refuse d'être un peuple qui démissionne continuellement. Voilà ce que déclarait Monseigneur Jean Zoua au cours de cette célébration eucharistique. Je ne retranche rien à ce qu'a dit Monseigneur Zoua ce jour-là. Voilà pourquoi j'ai appelé les évêques de notre pays à prendre position, à descendre un peu de leur piédestal, à sortir un peu de leur prado, pour se vêtir du vêtement souillé, celui du Christ dont ils sont des serviteurs, et un serviteur n'est pas plus grand que son maître, dit l'Évangile. Qu'ils se revêtent de l'habit de sang, celui de Martinez Sogo, celui de Monseigneur Oscar Romero, celui de Monseigneur Bala, celui du Père Angélbert Mvon, celui de l'abbé Joseph Mbassi. Je ne cite que les leurs, celui de Monseigneur Yves Plumet. Alors que la terreur et la peur envahissaient notre pays et que Monseigneur Jean Zoua était menacé de mort après cette célébration, une autre voix s'est fait entendre. Elle ressemblait aux pleurs de Sarah. C'était celle du jeune abbé qui deviendra plus tard Albert Ndogmo. Albert Ndogmo a écrit ceci. La meilleure politique est non pas de brimer les gens parce qu'on est critiqué, mais de profiter de ce qu'il y a de bon dans les critiques et mépriser le reste.
Monseigneur Ndokmo, encore abbé, continue. Confondre l'autorité avec les détenteurs de l'autorité, lesquels ne sont pas l'incarnation pure et simple du pouvoir et peuvent, quelquefois, comme les autres hommes, se tromper, mal faire ou ignorer le véritable état des choses. Je rappelle ces paroles, combien de fois prophétiques aujourd'hui, face aux souffrances de notre peuple, face à votre souffrance, à notre souffrance collective. Je me fais le devoir de rappeler ces paroles pour vous dire, pour nous dire à tous combien de fois il est important de nous mobiliser. Parce que personne d'autre ne prendra la tête de ce combat contre ceux qui nous spolient de notre destin. C'est quoi notre destin? Notre destin est d'abord de vivre en sécurité. C'est notre liberté de nous mouvoir dans l'espace public et dans notre espace privé. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est libre d'être dans sa maison, avec ses enfants, avec ses parents, avec ses amis, quand il les invite. Et que personne ne doit venir violer cet espace qui nous est privé pour nous faire du mal. Mes chers amis, il en est de même de l'espace public. Qu'est-ce que c'est que l'espace public? C'est un espace où des hommes et des femmes peuvent et doivent pouvoir se déplacer, sortir de sa maison pour aller à la pharmacie, pour aller à l'hôpital, pour aller à la messe, pour aller à la mosquée, aujourd'hui c'est vendredi, pour aller faire des courses, pour aller à l'hôpital, je l'ai déjà dit, pour aller à l'école, pour aller jouer, pour aller prendre de l'air. Dans cet espace qui nous est commun, nul n'a le droit de venir vous enlever, vous attraper de force, vous foutre dans la mallette, dans la malle arrière d'une voiture, vous conduire dans une destination inconnue pour vous faire subir des pires atrocités. Il revient à l'État de vous protéger quand vous êtes dans cet espace public. Et c'est pour cela que le délégué général à la Sûreté nationale, usant des moyens mis à sa disposition par l'État, a placé des caméras dans la ville de Yaoundé. Il doit en exister aussi ailleurs. Mais parlons de Yaoundé. En mettant les caméras dans la ville de Yaoundé, le délégué général a voulu rassurer les populations, a voulu donner un ultimatum aux malfrats pour leur dire « vous êtes filmés ». Alors, si ces malfrats sont filmés, puisque nous avons vu des images quand on a inauguré ces caméras, qu'on pouvait être à Garoua Boulaye
et être vu à Yaoundé. Monsieur Martinez Zogo a été enlevé à Yaoundé devant un poste de gendarmerie. Nous sommes déjà à 1 semaine et le silence est toujours total. Je vous invite à vous joindre au peuple de la Léquié, celui qui a décidé de faire lundi mort, lundi 30. Ce peuple de la Léquié a décidé de faire lundi mort. Malgré les intimidations, malgré les faux communiqués de faux chefs, parce qu'un chef est celui qui protège son peuple. Ce n'est pas celui qui menace son peuple. Ce n'est pas celui qui jette son peuple à la vindicte populaire et dans les bras des assassins. Mes chers amis, il s'est développé dans notre pays un esprit d'indifférence que je condamne avec la dernière énergie et ce depuis des années. Et je le fais depuis quelques jours avec plus de fermeté et plus de pédagogie. Je vous explique tous les jours qu'il n'est pas possible, même pour vous à la maison, d'enterrer même un bébé qui meurt a besoin de 2 voire de 4 bras pour être enterré. C'est cela la solidarité. La solidarité, c'est se dire je donne un coup de main parce que demain j'aurai aussi besoin que quelqu'un d'autre me donne le même coup de main. Je ne ferme pas les yeux au malheur qui touche l'autre parce que l'autre me renvoie dans son malheur ma propre image. Nous devons lutter contre l'indifférence sans faire des digressions. Permettez que je souligne que le marchandage que l'on voit aujourd'hui autour de la dépouille de M. Martinez Zogo me rappelle ce que j'ai lu tout à l'heure d'un jeune médecin camerounais qui disait qu'il n'y a que 2 choses qui divisent et qui opposent les Camerounais. La dot, le partage de la dot et ce que l'on donne pour un deuil. Le reliquat de deuil. Quand il y a dot, il y en a qui veulent prendre plus que les autres. Quand il y a deuil, il y en a qui veulent s'accaparer des cotisations qui sont faites par les autres, non pas pour s'occuper, vous venez de voir ce qui s'est passé avec l'organisation des obsèques de Johnny Gento, et vous savez que si on n'a toujours pas enterré Kambé Briand, c'est aussi à cause de cela. On vole, y compris on dépouille les cadavres. Monsieur Martinez Zogo était un homme courageux. C'était un homme altruiste. Je vous ai rappelé hier ce que j'ai vu ce monsieur faire pour les obsèques de monsieur Charles Sylvestre Ateba Eyene. Il l'a fait pas parce qu'il allait hériter de l'épouse, de la veuve de Charles Ateba Eyene, puisque Charles Ateba Eyene avait déjà enterré sa femme.
Il ne l'a pas fait parce que il allait hériter de la maison de Charles Ateba Yene. Elle revenait déjà à ses enfants orphelins. Il ne l'a pas fait parce que les enfants de Charles Ateba Yene pouvaient lui dire merci. Il n'attendait pas un merci de leur part. Il ne l'a pas fait parce que la maman de Charles Ateba Yene devait venir un jour lui remettre un régime de plantain. Elle était déjà suffisamment vieille pour se déplacer. Nous nous sommes retrouvés. C'est là que j'ai rencontré M. Martinez Zogo. Et j'ai compris qu'il avait un bon fond. Alors, mes chers amis, nous ne sommes pas des justiciers. Nous ne sommes pas des enquêteurs. Nous sommes des citoyens camerounais. Et parce que nous sommes des citoyens camerounais, nous demandons justice pour M. Martinez Zogo. Nous demandons justice pour ses enfants. Nous demandons justice pour sa veuve. Alors, oui, on a fait beaucoup de reproches. Moi en premier. J'ai condamné le silence de l'Église. L'Église catholique vient de se prononcer. Je demande aux autres confessions religieuses de se prononcer. Oui, je suis catholique pratiquant. Et en cela, je suis aussi théologien. L'Église catholique n'a pas fait assez. Je vous ai lu tout à l'heure un extrait de l'homélie de Monseigneur Jean Zoua. Je vous ai lu tout à l'heure un extrait d'un journal édité à l'époque par l'abbé Ndogmou. J'ai écouté Monseigneur Jean Barga. Je pense que ce n'est pas la prière qui doit rassurer. Je pense que la population aujourd'hui a besoin d'un message fort. Ce message, il peut le porter dès dimanche, après-demain. Il peut condamner. Il peut envoyer un message fort aux autorités politiques de notre pays. Une fois de plus, je voudrais réitérer ce que je dis depuis le début. Et je peux me tromper, comme le dit Ndogmou ici. Je peux me tromper comme tout homme. Mais je suis convaincu que les assassins de M. Charles, de M. Martinez Zogo, ne l'ont pas fait au nom de la politique. Ils l'ont fait au nom de leurs propres intérêts. Parce que M. Martinez Zogo ne parlait pas de politique. Il condamnait l'extrême gloutonnerie de ceux et celles qui se sont accaparés de 90% de la fortune publique, au point, comme dit Calixte Beyala, qu'il y a des hommes et des femmes, une poignée bien évidemment, puisque ils sont à peine une centaine, à avoir 100, 200, 300 maisons au Cameroun. Pourquoi faire? Ils sont malades. Et c'est parce qu'ils sont malades qu'ils se sont acharnés pour déshumaniser Monsieur Mbani Zogo, Arsène Salomon, Martinez Zogo. Ils se sont donné tellement de haine, ils sont tellement habités par la haine qu'ils ont déchiqueté, qu'ils ont humilié, qu'ils
qu'ils les ont torturés et qu'ils les ont profanés, parce qu'il faut l'ajouter, ils ont profané une dépouille inerte qui n'avait plus rien à gagner, qui n'avait plus rien à cirer de la vie. Elle n'avait pas besoin d'être déshumanisée. C'est ce que l'on appelle la profanation. C'est-à-dire désacraliser ce qui, de manière inerte, est sacré. C'est ça, la désacralisation, la profanation. Donc, mes chers amis, il nous revient aujourd'hui, et je voudrais dire à Madame Martinez-Zogo, qui nous a fait parvenir une lettre par le canal de Claude Siard, que nous allons déposer cette lettre dans toutes les organisations internationales. Comme je l'ai dit, le jour de la découverte de la dépouille de Martinez-Zogo, c'est là où eux, ils ont déposé sa dépouille et estimant que c'est la fin, c'est là que commence notre mobilisation. Nous allons nous continuer à nous mobiliser. Nous allons mettre à la disposition de toutes les institutions internationales. Moi, personnellement, je remettrai cette lettre au pape François pour lui dire, 1, d'ouvrir les yeux sur l'épiscopat qui est au Cameroun, de 2, que avant la nomination d'un nouveau nonce au Cameroun, il faudrait que ce nonce-là sache qu'au Cameroun, dans l'espace public, on tue, on viole, on assassine, on fait tout, on torture. Je m'engage personnellement à le faire. Je m'engage aussi à informer toutes les écoles de journalisme, autant que possible les écoles de journalisme, de ce qui se passe avec les professionnels de la communication au Cameroun. C'est le combat que nous devons mener. Vous voyez, depuis l'assassinat de Martinez-Zogo, il n'y a pas un jour où un média international ne parle de cet enfer. C'est parce que nous sommes mobilisés. Et nous avons besoin de vous, de votre mobilisation. Vous ne devez pas céder à la peur. Vous ne devez pas céder à l'intimidation. Parce que, soyons vrais, je ne veux critiquer personne. Mais sachez que si on veut vous atteindre, j'ai lu des articles de 2 ou 3 journalistes qui disent qu'ils ont échappé à un enlèvement, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a personne qui peut échapper à un enlèvement au Cameroun. Moi, j'en sais quelque chose. Dans l'affaire Vanessa Tchatchou, vous savez que j'ai été enlevé. J'ai été bastonné. J'étais en compagnie de Parfum Voum. Il est avec vous. Il peut vous dire ce qui m'est arrivé. On nous a pris et dans le camion qui nous conduisait au commissariat, j'ai eu l'impression que ceux qui nous avaient pris avaient une mission spéciale à accomplir sur moi. Ensuite, et aujourd'hui, il n'y est plus là. Et
J'observe une minute de silence pour lui. Le procureur Belinga, il était alors en poste au centre administratif. Il m'a fait enlever. Puis, on m'a bandé les yeux. Et l'on m'a conduit dans ce que nous, quand nous étions jeunes, nous appelions le commissariat central. Aujourd'hui, je ne sais pas quel nom on le donne. On donne à ce lieu. Grâce à l'intervention de mes camarades journalistes, à l'époque, la représentante de RFI au Cameroun s'appelait Sarah Sako. En très peu de temps, la communauté internationale a été alertée. Je voudrais dire merci à Claude Assira, mon avocat à l'époque, qui avait passé la nuit devant ce bâtiment pour que je puisse sortir. Ensuite, on a voulu me faire juger par le tribunal militaire. Pourquoi je raconte cette histoire? Je la raconte pour vous dire que ne croyez pas à ce que on vous dit, tel a échappé à un enlèvement. Il n'y a personne qui échappe à un enlèvement. On peut venir chez vous à n'importe quelle heure. On fracasse la porte, on vous prend, on vous sort de là, par les pieds, la tête en bas, et on vous conduit où on veut vous conduire. Moi, j'étais là, quand j'ai été pris avec mes enfants. On peut faire irruption chez vous à n'importe quelle heure. Alors, c'est quand il fait jour qu'il faut vous mobiliser. C'est quand il fait jour que vous devez vous mobiliser. L'Alequier appelle à une mobilisation lundi. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Quel que soit l'endroit où vous êtes capable de vous mobiliser. C'est en nous mobilisant que nous allons rétablir l'équilibre des forces ou l'équilibre des terreurs. Parce que ceux qui vous privent de votre destin, vont-ils privatiser le Cameroun? Vont-ils continuer à gouverner un pays avec des squelettes? Je ne crois pas. Ils ne tueront pas tous les Camerounais. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, ils sont nombreux, mais nous sommes beaucoup. Nous sommes beaucoup. Nous pouvons nous lever comme un seul homme dans tous les coins, dans tous les villages du Cameroun, c'est possible. Dans toutes les villes du Cameroun, c'est possible. Dans tous les arrondissements du Cameroun, c'est possible. Dans tous les départements du Cameroun, c'est possible. Dans toutes les chefferies de premier, de deuxième, de troisième degré au Cameroun, c'est possible. Dans tous les villages, c'est possible de se mobiliser. Et parce que nous nous serons mobilisés, ils entendront la voix du peuple. Ils entendront la fureur du peuple. Et ils comprendront qu'ils n'ont plus leur place dans notre espace public. Parce qu'ils ont désacralisé notre espace public. Parce qu'ils ont désacralisé ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire la vie, et nous devons respecter la vie. Et quand on la désacralise, ça signifie que l'on est inhumain et que l'on n'a pas sa place parmi les vivants, parmi les hommes, parmi ceux the blind,
ceux qui réfléchissent. Oui, nous devons nous mobiliser. Ceux et celles qui nous appellent à la tempérance, ceux qui nous disent que les enquêtes se poursuivent, ceux qui nous disent que le Cameroun est un pays de paix, vous savez le qualificatif que vous devez leur donner. Parce que vous savez ce que vous vivez. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui puisse lever le doigt et dire « Moi, je vis en paix, que mes enfants sont en sécurité ». Y a-t-il un seul parmi vous? Vous savez qu'avant de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu avait dit « Si il y a seulement un juste, alors je ne détruirai pas cette cité. » Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Ce sont des criminels. Ces assassins, assassins de destin, assassins d'enfants, assassins de femmes, assassins de pères de famille, assassins de la veuve et de l'orphelin. Nous n'en avons pas besoin dans notre pays. Quand vous regardez, vous sortez le matin, vous regardez la file d'attente devant les ambassades. Les jeunes Camerounais veulent partir. Il y a aussi des vieux comme moi qui veulent partir. Pourquoi partent-ils? Beaucoup partent pour eux. Beaucoup partent aussi pour leurs enfants. Ils se disent, si moi j'ai tout perdu, je voudrais au moins donner un avenir à mes enfants. Alors oui, si vous boutez, si nous boutons hors de notre espace public ces assassins, alors nous n'aurons plus besoin de partir. Nous pourrons construire notre destin commun dans la terre qui nous a vu naître, dans la terre dans laquelle nous avons enterré nos parents. Mes chers amis, en ce vendredi, jour de prière pour la deuxième communauté religieuse de notre pays, la communauté musulmane, c'est injuste que les imams ne se prononcent pas face à cette terreur. Et s'ils ne le font pas, c'est peut-être parce qu'ils se disent « Oh ben, il faudrait que la situation pourrisse encore plus. » Ou alors, ça ne touche pas quelqu'un de notre communauté. Ben non. La communauté nationale est unique. Elle est la même. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, du nord-ouest au sud-ouest. La communauté nationale est la même depuis le lac Tchad jusqu'au dernier village de Campo. La communauté nationale est la même depuis la première communauté Touboro jusqu'à la dernière communauté Fan du sud Cameroun. Alors mes amis, nous sommes
un seul et même peuple. Nous sommes une seule et même communauté. Elle est nationale parce qu'elle appartient au triangle national. Alors, mes amis, ne vous découragez pas. Nous devons nous organiser. J'appelle à une véritable organisation. J'appelle à ce que chacun de nous mette son intelligence au service de ce combat. Parce que si vous perdez, si nous perdons collectivement ce dernier combat, alors il n'y aura plus rien à sauver. Or, aujourd'hui, il y a encore des choses à sauver dans notre pays. Nous ne devons pas laisser la somalisation de notre pays. Nous ne devons pas permettre la laïcisation de notre pays. Le Cameroun n'est pas Haïti. Le Cameroun n'est pas la Somalie. Le Cameroun est un pays d'hommes et de femmes. 256 tribus cousues sans fil qui se tiennent et qui méritent de vivre en paix. Mes chers amis, une fois de plus, Martinez Zogo était un de nous, un des nôtres. C'était notre frère, c'était notre ami, c'était le fou du village. Dans son embouteillage de mots, il nous a peut-être arraché un sourire, un rire, une moue. On l'a peut-être insulté, mais on l'a entendu, on l'a écouté. Pour insulter quelqu'un, il faut l'avoir entendu, il faut l'avoir écouté. Il ne méritait pas d'être mis à mort. Mais nous devons aller au-delà de l'assassinat de Martinez Zogo. Parce que on tue sans vérification maintenant. Hier, c'était Martinez Zogo. Hier, c'est Gabriel Dodo Ndoké, ministre des Mines, qui a été froidement assassiné à cause des 3 projets structurants annoncés par le président de la République. Ça, ce sont des faits. Ça, ce sont des faits. Alors, ceux qui veulent empêcher la communauté Baya de se mobiliser, ils seront comptables. Ils seront comptables. Gabriel Dodo Ndoké a été empoisonné, il a été tué dans son propre sérail. Ce sont des faits. Un ministre, un gueux, un misérable. Vous voyez que nous sommes un seul peuple. Il y a le peuple des nantis, des assassins, et il y a le peuple des miséreux, des gueux, des commandeurs de vie que nous sommes. Face à cette situation, que devons-nous faire? Nous devons nous mobiliser pour nous défendre. Pour survivre, nous devons nous protéger. Et pour nous protéger, il n'y a qu'une seule chose, c'est de nous lever et de dire enough is enough. We cannot accept that kind of joke. I think that is possible now to stand up around all our country
and to decide to push away that all criminal man. Is possible. I cannot accept that critic. We came with at the Northwest, and I receive the calling who tell me that, will you speak when Wazizi was killed? I refuse that kind of reasoning. Nous devons refuser la comparaison des douleurs. La douleur est unique et elle nous touche de la même manière. La veuve de Dodo Ndoké vit la même situation que la veuve de Martinez Zogo, que la veuve de Wazizi, que leurs parents. C'est la même douleur. La douleur de laisser pour compte. La douleur de ce qu'on mutile, de ce que l'on viole, de ce que l'on tue. Mes chers concitoyens, je ne serai jamais épuisé de vous parler. Je ne serai jamais épuisé de vous montrer le chemin. C'est un devoir. Je vous le dois. Je vous le dois. Alors, vous vous levez ou vous dites, ça ne nous concerne pas. Les temps sont durs. Il faut choisir. Victoire ou défaite, ça dépend de nous. Merci.